Bonsoir, nous sommes le jeudi 22 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Concours de la maison économe, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines a annoncé les vainqueurs de cette 9e édition. Nous avons rencontré des participants trappistes et leur maison dite passive. Idée sortie pour les vacances de la Toussaint, la bergerie nationale de Rambouillet se met à l'heure du Far West. Ateliers, déguisements et animations, tout est fait pour les petits cow-boys et les petits indiens. Et ce week-end, n'oubliez pas de régler vos montres et vos réveils. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passerons à l'heure d'hiver. Il faudra reculer l'aiguille de sa montre d'1 heure pour la faire passer de 3 à 2 heures du matin. Une habitude qui ne fait pas l'unanimité. Pour en parler avec nous ce soir, Éléonore Gabarin, présidente de l'association contre l'heure d'été double. Et nous ouvrons ce journal avec un mot de politique. David Douillet était à Saint-Germain-en-Laye ce matin. Le Républicain a distribué à cette occasion des tracts devant la gare du RER A pour soutenir la campagne de Valérie Pécresse dans le cadre des régionales. Une élection qui, je vous le rappelle, est programmée les 6 et 13 décembre. Une conférence d'1 heure a ensuite été organisée sur le thème des transports. David Douillet a présenté à cette occasion les grands chantiers de la droite sur cette problématique. Le député de la 12e circonscription des Yvelines était au micro de Mickaël Elmidoro. Une des plus belles propositions, c'est d'amener 1000 bus dans cette grande couronne et d'améliorer les parkings, de les agrandir et de les créer pour que les personnes qui vivent en grande couronne puissent avoir aussi, parce qu'ils payent des impôts à la région, mais ils n'en ont pas le retour à travers les transports. Donc puissent profiter des transports pleinement autant que les urbains. Et la deuxième proposition, s'il fallait en retenir deux, j'hésite encore, c'est aussi le changement de toutes les rames d'ici 2021 de train, RER, Transilien. David Douillet, qui est d'ailleurs ce soir sur la commune de Montigny-le-Bretonneux afin de parler aux électeurs de la campagne des régionales des Républicains. Et régional toujours, le PS s'engage pour le commissariat d'Elancourt. Vous le voyez à l'image, vous allez le voir, ce sont les plans du projet initial de 2006. Alors que Bernard Cazeneuve a donné le coup d'envoi de la construction du nouveau commissariat d'Elancourt et débloqué 100 000 € pour réaliser les études de préfiguration du chantier, où les investissements nécessaires sont évalués à environ 100 000 €, les candidats du Parti socialiste, emmenés par Claude Barthelone, ont affirmé leur engagement pour ce projet afin que la région continue à le soutenir et participe à ce financement aux côtés de l'État. Un mot d'environnement à présent, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines a annoncé ce mois-ci les vainqueurs de la 9e édition du concours Maison économe, un concours récompensant les changements de comportement vis-à-vis de nos habitations. Cette année, un couple de trappistes était candidat. Ils ont choisi de faire construire une maison dite passive. Explication avec Mélanie Poquet. Ossature bois, plancher en béton et bardage bois. Un souci d'économie, mais avant tout une volonté d'autonomie énergétique. Cette maison de 135 mètres carrés, c'est la réalisation d'un couple trappiste. Les murs de leur habitation font 40 cm d'épaisseur et la maison est quasiment hermétique. Leur habitation précédente, ancienne et énergivore, a été totalement rasée et reconstruite. Il y a très peu de chauffage en fait, on est chauffé quasiment en totalité par le soleil. Donc il y a un petit apport énergétique, mais qui est extrêmement minime par rapport à une maison classique. Après, il y a tout ce qui va être ventilation double flux, qui est obligatoire en fait pour une maison passive et qui est complètement hermétique. En fait. Il y a de la laine de verre et c'est polystyrène. Donc on n'est pas parti sur les options totalement écologiques parce que le coût derrière il nous faisait dépasser le budget en fait. Donc. Le couple a décidé d'opter pour une maison dite passive, un bâtiment qui en théorie n'a pas besoin d'énergie pour se chauffer, ou très peu. Le 28 septembre dernier, le jury du concours Maison économe, initié sur Saint-Quentin en Yvelines par l'ALEC, vérifie l'installation. Cette maison concourt dans la catégorie construction. Le concours Maison économe, donc c'est la 9e édition cette année, il a pour objectif de valoriser les projets particulièrement intéressants du territoire, donc soit techniques, dans la construction, la rénovation, qui fait appel à des techniques assez peu répandues encore, des matériaux pas trop utilisés. Jeudi 15 octobre, les candidats sont rassemblés pour connaître les résultats.
Sur les 7 candidatures retenues par le jury, 3 concouraient dans la catégorie construction et c'est la maison trappiste qui est désignée gagnante, le jury récompensant ainsi les performances de la maison. Opération propreté aujourd'hui à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Les salariés de Suzuki France ont participé à une opération de nettoyage dans le cadre d'une campagne mondiale baptisée Clean Up the World. Les employés de l'entreprise qui est basée à Trappes ont ramassé pendant toute une matinée les détritus de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Une opération menée en concertation avec les guides de la réserve. Reportage de William L. Ils étaient 25 ce jeudi à avoir répondu présent à l'opération de nettoyage organisée par leur entreprise. Petit briefing pour les salariés de Suzuki France avant d'enfiler leurs gants pour partir à la recherche des détritus. C'est un engagement de tous les représentants Suzuki à travers le monde de passer une journée ou une demi-journée à faire en sorte de nettoyer la terre pour rendre aux espaces naturels leur environnement. Clean Up the World, c'est le nom de cette opération lancée par Suzuki. Aujourd'hui, les employés prennent cette demi-journée sur leur temps de travail pour venir nettoyer le bord du lac de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. C'est aussi un engagement d'essayer d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement. L'impact, ça commence aussi par la pollution. Donc l'activité marine est leader dans ce domaine-là. Donc ça fait partie aussi de nos petits engagements qu'on essaye de mettre bout à bout les uns derrière les autres qui permettraient peut-être de faire des choses. Sac poubelle à la main, les employés ont arpenté les bords du lac toute la matinée. Ce lieu, beaucoup d'entre eux le connaissent bien et pour cause, la plupart sont des habitants de la communauté d'agglomération. J'ai eu l'occasion de venir quand même quelques fois à la base de loisirs, pas très souvent, je vous l'accorde, mais quand même quelques fois. Et là, du coup, je suis très contente de participer au nettoyage d'une région que je connais quand même bien. Je viens régulièrement le week-end ici me promener. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de détritus, quoi. Donc non, je ne suis pas surprise. Durant l'année, 7 personnes sont employées pour le nettoyage et l'entretien du site de 480 hectares, d'où l'importance de ce type d'opération. Dans 3 semaines, ce seront les jeunes du collège des Prés de Montigny-le-Bretonneux qui prendront le relais. Et ce week-end, préparez-vous à changer d'heure. Comme chaque année, nous passons à l'heure d'hiver, à 3 heures du matin. Il sera en fait 2 heures. Nous gagnerons donc 1 heure de sommeil durant donc ce week-end. Pourtant, cette habitude ne fait pas forcément l'unanimité. Pour en parler avec nous en plateau, Éléonore Gabarin, présidente de l'association contre l'heure d'été double. Bonsoir à vous et merci d'être venue. Alors, je le rappelle, le changement d'heure a été mis en place après le premier choc pétrolier en 1975. Le but était alors de faire correspondre au mieux les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Aujourd'hui, selon vous, Éléonore Gabarin, cette mesure n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Écoutez, côté économie d'énergie, en fait, on a certes quelques économies d'éclairage, mais qui sont en train de diminuer à cause de l'utilisation des lampes économes qui consomment moins à l'heure. C'est une évidence mathématique. Mais des surconsommations qui sont contre ces économies, elles ont été évaluées depuis longtemps. Il y en a côté chauffage à cause des matinées froides, climatisation à cause des soirées chaudes et aussi dans les transports qui n'ont pas été complètement évalués parce que notre association demande que les surconsommations de climatisation des véhicules soient étudiées. Il est très probable que les véhicules consomment davantage quand on quitte son travail en milieu de l'après-midi au moment où il fait le plus chaud. Alors pourtant, l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, annonce 4% d'économie sur la consommation liée à l'éclairage, alors que les opposants, donc vous également, raisonnent sur la consommation globale, avec une économie comprise entre 0,3 et 0,5%. Comment on explique cette différence ? Écoutez, parce que l'ADEME ne veut pas prendre en compte les études faites dans d'autres pays. En Allemagne, dès la première année d'application de l'heure d'été dans ces pays, on a évalué des surconsommations qui étaient à peu près les 2/3 des économies d'éclairage. Ensuite, on a vu qu'il y avait donc ces surconsommations de climatisation. Aux États-Unis, dans l'Indiana,
on a mesuré une augmentation de la consommation des ménages de 1% de l'électricité. Mais je dis, en France, je ne sais pas pourquoi, on méprise ces évaluations qui ont été faites par des instituts très, très compétents. Alors, ce changement d'heure ne fait pas l'unanimité au niveau des Français. Selon un sondage paru récemment par Opinionway, les 3/4 des Français, donc 76%, préféraient rester donc à l'heure d'été, ne pas passer à l'heure d'hiver. Seuls 17% des Français y sont favorables et 52% indiquent même qu'ils souhaiteraient supprimer justement le changement d'heure. Nous avons demandé leur avis aux Saint-Quentinois. Je vous propose de regarder leur témoignage. C'est positif, à partir du moment où on peut avoir un peu plus de soleil le matin. Malheureusement, le soir, on en perd. Mais ça permet de faire des économies d'énergie. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Ça décale les habitudes. On a plus de trop la nuit et le jour. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Et voilà, c'est désagréable. Moi, j'aime pas. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. C'est vrai que les journées rallongent, raccourcissent. Bon, il y a besoin de s'adapter aussi avec la lumière du jour, c'est important. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Je sais pas, mais moi ça ne me perturbe pas particulièrement. Je sais que pour les jeunes enfants, pour le rythme, etc., ça peut être différent. En tout cas, c'est très perturbant pour tout le monde. Et voilà, j'en vois pas forcément la nécessité. Alors voilà, justement, on voit que la majorité des gens, enfin en tout cas les gens interrogés, sont plutôt opposés. Ségolène Royal a annoncé en mars que le gouvernement vérifierait l'impact sur les économies d'énergie. Vous pensez que c'est possible d'abonner cette habitude ? Mais en fait, notre association n'a pas eu connaissance du bilan nouveau qui aurait fait donc l'ADEME ou notre institut pour Madame Royal. Et moi, j'ai participé à une étude sur les effets pervers de l'heure d'été, mais c'est pareil, je n'ai pas encore eu les résultats. Ce qui a dit Madame Royal lors d'une émission donc télévisée, c'est que c'était pratiquement impossible de revenir en arrière dans l'état actuel des choses à cause des autres pays de l'Europe qui voudraient donc conserver l'heure d'été. Mais bon, moi, je ne sais pas avec quel pays elle s'est entretenue, elle ou ses conseillers. Bon, mais si l'Allemagne voulait abandonner l'heure d'été, bon, l'Allemagne et la France entraîneraient les autres pays. D'autre part, il y a un problème avec la Commission européenne qui commande des rapports à des instituts qui ne sont pas compétents, parce que j'ai lu attentivement les derniers rapports, ils ne comprennent pas bien toutes les nuances de l'heure, les systèmes de fuseaux horaires, etc. Et puis d'ailleurs, c'est très vexant, comme ils étaient donc anglais pour les derniers rapports, ils ne comprenaient pas les français. J'ai envoyé un rapport et beaucoup de documents. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce propos. Mais eux, ils n'ont lu qu'une lettre en anglais envoyée au président Obama. Voilà, c'est ça. Alors avant de terminer, voilà, parlez-nous de j'étais votre fâchée et j'ai voulu écrire un livre en expliquant tous les aspects de l'heure d'été, puis avec des anecdotes parce que vraiment, le vécu est intéressant de manière à ce que ça puisse être plus léger pour les lecteurs. Alors voilà, le livre, vous pouvez me rappeler le titre, s'il Oui, vous plaît? c'est Au musée des erreurs, l'heure d'été. Donc, en sous-titre, Les victimes d'une légende, c'est la légende des économies d'énergie. Et donc, c'est aux éditions Eddy Libre. D'accord, et bien voilà, si vous voulez tout savoir sur peut-être les erreurs ou les changements d'heure en été, n'hésitez pas à regarder ce livre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à notre question. Mais n'oubliez pas, à l'heure d'été, on est quand même obligé d'y passer, ce sera ce week-end. Et vous profitez peut-être des vacances de la Toussaint en ce moment. Alors si vous êtes amateur de barbe à papa ou de manège, voici une idée de sortie qui vous plaira certainement. Pour la 30e année consécutive, la fête foraine de Versailles vous accueille, ouverte de 14h à 20h chaque jour. Elle restera donc ouverte jusqu'au 20 novembre. Fanny Bourdillon est allée faire le tour des attractions pour nous. La chenille, le shaker ou encore le X-Factor, les attractions de la foire d'automne de Versailles tournent à plein régime. À quelques mètres du château, sur le parking de la place de l'Europe, cette fête populaire attire de nombreuses familles. Pour les petites, c'est les pêches au canard ou les manèges d'enfants. Pour les adolescents, c'est les chenilles ou les gros manèges. Bon, on en a pour tous les âges et tous les goûts. C'est une fête foraine, on va dire, enfantine. Et il y a un engouement des Versaillais pour leur fête foraine. Ils y tiennent, vous voyez. Donc, comme dans beaucoup de villes en France, hein, c'est une tradition qui doit perdurer. La vingtaine de manèges de cette fête foraine peut vite devenir un budget conséquent pour une famille. Mais les plus économes pourront profiter de nombreuses réductions le dimanche mi-novembre.
C'est le dimanche 8 pour la journée à 1 €. Voilà. Où est-ce que là, on a énormément de monde. Là. Et ce qui est très intéressant aussi, rapport qualité-prix pour, on va dire, les habitants de Versailles, puisque 1 € le tour de manège, c'est pas cher. Installée chaque automne depuis maintenant 30 ans, la fête foraine est devenue une tradition pour les Versaillais. En parlant de vacances, vous préférez peut-être les animaux ou encore vous êtes fan du Far West, alors prenez la direction de Rambouillet. Toujours pendant ces vacances, la Bergerie nationale se transforme en véritable ranch et organise pour la 5e année consécutive des après-midi dédiés au Far West. Alors cow-boy ou indien, il faudra choisir son camp. Reportage de Mickaël Elmitero et Elodie Moine. La Bergerie nationale de Rambouillet prend des airs de Far West pendant les vacances scolaires. Pour la 5e année consécutive, des animations autour des cow-boys et des indiens sont programmées tous les jours de 14h à 18h. Dépaysement garanti. Cow-boys et indiens, en fait, c'est deux camps, le camp des indiens et le camp des cow-boys. Au camp des indiens, on peut trouver du tir à l'arc, justement des ateliers créatifs pour fabriquer ses armes et son déguisement, des balades à poney et à dos d'âne, en fait, comme les petits indiens, comme Petit Tonnerre. Et du côté des cow-boys, en fait, c'est chercher des pépites d'or, s'entraîner au lancer de fer, au jeu du lasso, s'entraîner sur le cheval mécanique aussi, et s'entraîner au tir à la carabine. Le clou du spectacle, la traditionnelle attaque de diligence. 6 animateurs déguisés aux couleurs des westerns organisent un combat sans merci entre les peaux rouges et les visages pâles. On a attaqué le chef des Indiens. On a fait une tir à la corde, on a gagné. Et après, on a dansé. Et le spectacle était génial, ouais. Le spectacle était génial. Après, les animations qu'il y a aux alentours, c'est top. Les enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça tourne beaucoup, c'est top. C'est quelque chose de simple, mais ça plaît aux enfants, en fait. Donc, c'est très plaisant. Et en plus, on peut se costumer. Le tarif pour l'après-midi est de 6 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants. L'événement attire chaque année plus de 8000 curieux. Elle a été élue meilleur ouvrier de France, la plus haute distinction pour un artisan. Sa spécialité, c'est la restauration de tapisserie. Sylvie Joly est originaire de Plaisir et pratique cet art de grande précision. Sephora Namani et Elodie Moine l'ont rencontré. Voici son portrait. Sylvie Joly a poussé les portes du mobilier national pour la première fois en 1999. Après 4 ans de formation dans cette institution, anciennement garde-meuble de la Couronne, cette plaisiroise devient technicienne d'art. Son métier, restaurer les tapisseries, propriété de l'État, qui meublent les grandes institutions françaises telles que l'Élysée et les ambassades à l'étranger. Tapisseries qui peuvent également faire l'objet de prêts pour les expositions. Sur une tapisserie, on peut intervenir en plaçant une toile, en fait, une fine toile de coton sous l'œuvre qui va nous servir de support, qui vise plus à stopper la dégradation des matériaux. Le fait qu'on place cette toile qui est légèrement colorée aide, en fait, avec le recul de l'œil, vous n'y voyez presque plus, vous voyez presque plus l'usure. L'idée, c'est d'intervenir légèrement, mais de faire juste ce qu'il faut pour qu'on ne s'attarde pas sur l'usure et qu'on garde la patine de l'œuvre. Originaire d'une famille de couturières, Sylvie Joly a toujours eu le goût du dépassement. C'est pourquoi elle s'inscrit en 2013 au concours d'excellence de meilleur ouvrier de France. Après la réussite de l'épreuve qualificative en 2014, elle constitue son dossier de constat d'état d'une œuvre présentant des lacunes pour concourir à l'épreuve finale. Celui-ci validé par le jury, elle dispose de 3 mois et 200 heures pour restaurer sa tapisserie. Le projet est un succès. Sylvie Joly est sacrée MOF à l'été 2015. Je l'ai surtout fait pour moi. C'était important pour moi de dépasser mes limites et de voir où j'en étais. Là, on est vraiment jugé sur nous-mêmes. On peut repousser les limites. Ce qui est aussi l'intérêt de ce concours, c'est toute l'humilité qui se cache derrière. C'est un des meilleurs ouvriers de France, le vrai titre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un poste, il n'y a pas qu'une personne qui peut le réussir. Sylvie Joly a reçu sa médaille de meilleur ouvrier de France dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en présence des 275 autres lauréats, avant d'être reçue par la suite par le président de la République à l'Élysée.
Et nous parlons à présent de sport. Aujourd'hui se clôturait la 12e édition de Sport en Filles. Cet événement organisé par le CROSIF, le Comité régional olympique sportif d'Île-de-France, permet à des jeunes filles issues de quartiers prioritaires de pratiquer des activités sportives. L'objectif est de promouvoir le sport féminin, d'agir contre les inégalités et de développer la vie associative et sportive. Ces jeunes filles ont donc pu profiter du 20 octobre jusqu'à aujourd'hui de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est partenaire de l'opération. Écoutez les précisions de Vincent Couteau recueillies par William L. On vise un objectif de 100 jeunes filles par jour. Donc on avait 4 jours jusqu'à présent, 3 jours cette année, mais on va atteindre les 320 je crois cette année. Alors 100 jeunes filles de 14 à 17 ans, puisqu'on sait que dans ces quartiers-là, c'est pas forcément évident pour les jeunes filles de pratiquer une activité sportive, de se mettre en tenue de sport, de se mixer avec les garçons. Donc c'est vraiment une volonté du CROSIF de permettre à ces jeunes filles de s'épanouir, de découvrir des activités sans honte, sans peur du regard des autres. Les filles se motivent et il y a toujours des activités sportives individuelles, collectives, des sports de ballon, des sports de combat, des sports d'eau, etc. Et comme chaque jeudi, vous en avez maintenant l'habitude, on retrouve Mickaël Elmidoro pour la chronique sport. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane, nous débutons cette chronique sport par du handball féminin. Un choc est programmé ce week-end à Saint-Quentin-en-Yvelines avec le match Montigny-Bretonneux contre Rochechouart, une équipe qui vise clairement la montée. La rencontre est programmée au gymnase Alain Colas à Montigny ce samedi à 20h30. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Mégane Létrange. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que ce match contre Rochechouart va être très compliqué pour Montigny ? Ça s'annonce un match assez compliqué, une équipe qui vise la montée, qui a des très bonnes recrues avec une arrière qui marque une dizaine de buts par match. Donc ça s'annonce compliqué, oui. Et est-ce que c'est une équipe que vous connaissez bien ? Alors pas du tout, c'est la première fois qu'on tombe contre elle. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle valent, mis à part les résultats qu'elles ont eu au dernier match. Vous aimez jouer en vitesse, avec des redoublements de passes. Est-ce que ce sera les recettes pour remporter la victoire ? Il va falloir qu'on joue notre jeu, donc vite, une bonne défense, qu'on ne perde pas trop de balles et on va tout donner pour gagner. Après, on sait que ça va être compliqué, mais on va tout faire pour réussir. Donc vous êtes monté cette année en National 1 féminine. Est-ce que le niveau est si compliqué que ça ? C'est sûr qu'il y a un gros palier entre la National 2, enfin la N1, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a des joueuses qui commencent à devenir pros, qui sont payées, donc c'est pas du tout pareil que la National 2. C'est assez fort quand même comme équipe et comme nationale. Vous avez bien débuté le championnat avec 2 victoires en 3 matchs. Depuis 2 semaines, vous marquez un petit peu le pas, avec notamment 2 défaites. Comment l'expliquez-vous ? On a eu un calendrier assez aidant. On a rencontré 2 équipes qui s'annonçaient bas de tableau et jouer le maintien. Après, là, on a 3 matchs qui s'annoncent très compliqués dans le match de la semaine dernière, avec des équipes qui visent la montée. On sait que c'est compliqué. On les reçoit à domicile. C'est une chance pour nous pour gagner. On va essayer de tout faire pour réussir. Il y a aussi une absence aussi qui compte énormément en ce moment à Montigny, c'est l'absence de Carole Mittelheiser qui est partie en Allemagne, qui ne jouera plus cette saison pour Montigny. Est-ce que c'est vraiment une grosse perte pour l'équipe ? Le côté droit, c'est un côté très fort dans notre équipe. On comptait beaucoup sur elle, notamment dans les moments de difficulté. Elle savait prendre le jeu à son compte. Carole, c'est une grosse perte. Et puis Fanny, on a hâte de la retrouver dans 15 jours. Fanny Jean-Baptiste qui est blessée en ce moment. Elle est blessée, elle revient dans 15 jours. Et le maintien restera la priorité du club cette saison ? C'est notre priorité. Si on peut faire un peu mieux, tant mieux. Mais le maintien, c'est vraiment la plus grosse des priorités. Ouais. Et vous pensez que c'est jouable ? Tout malgré est jouable. toutes ces joueuses qui manquent, qui ne sont plus dans l'équipe du coup actuellement, est-ce que c'est jouable quand même ? Tout est jouable. Est-ce que chaque point sera important cette année ? Ouais, la saison va être longue, tous les points sont bons à prendre. Il y a eu des petites modifications au niveau des postes pour certaines joueuses pour pallier les absences. Et on a un début de championnat aidant. Pareil pour la fin du championnat, on va tout faire pour gagner et pour le maintien, on pense que c'est possible. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, le match entre Montigny-Bretonneux et Rochechouart est programmé ce samedi à 20h30 au gymnase Alain Colas à Montigny. Et on continue à parler de handball. Mickaël Le Chesnay tentera de remporter son premier match de saison ce week-end. Promu cette saison en National 2, Le Chesnay avait perdu toutes ses rencontres depuis le début de la saison. L'hémorragie s'est arrêtée le week-end dernier avec un match nul contre Torcy. Les Chénésiens devront également réaliser un gros match pour venir à bout de Sully-sur-Loire ce week-end. Chaque point est important pour la lutte pour le maintien. Pour les encourager, la rencontre est programmée ce samedi à 20h au gymnase Nouvelle-France. Et on parle football à présent. Déjà, on jouera le 6e tour de la Coupe de France ce week-end. 5 équipes yvelinoises seront encore en lice dans cette prestigieuse compétition. Versailles jouera notamment à Grigny ce dimanche. Mais si vous voulez rester dans le département, Florane, je vous conseille d'aller voir le match entre Chatou, qui évolue en DHR, et Viry-Châtillon, une équipe de CFA. La rencontre se jouera au stade Finalterry dimanche à 14h30. Sur le papier, cette rencontre paraît déséquilibrée, mais la magie de la Coupe de France peut opérer à tout moment.
moment, Florane. Et enfin, de la pétanque pour terminer votre chronique, Mickaël. La célèbre compétition La Boule Élancourtoise est organisée ce dimanche de 14h à 18h au Parc des Sports Guy Boniface à Élancourt. Plus d'une centaine de participants sont attendus pour la manifestation. Le niveau devrait être relevé. Les meilleurs tireurs et pointeurs du département seront présents. Je pense que c'est un rendez-vous que vous n'allez pas manquer, Florane. Évidemment, je suis amatrice de pétanque. On vous retrouve demain dans le 7-8 Week-end. Mickaël, de quoi allons-nous parler? On va parler de la bergerie nationale de Rambouillet qui organise justement des rencontres Far West. Et nous allons également parler de Bob Castel, un Yvelinois qui a sorti un nouvel album et il a fait partie de l'équipe des Grosses Têtes pendant 27 ans. Eh bien, dis donc, quel programme, nous ne le manquerons pas. Et oui, justement, c'est à la fin de cette édition. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour le vendredi. C'est lui qui présentera l'édition du 7-8, le journal. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du 7-8 journal en direct à 18h. Je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne soirée et peut-être aussi des bonnes vacances. Au revoir.